L'hiver était une tombe pour mon peuple. La famine et la maladie rôdaient. Mais un jour, en suivant un chien étonnamment gras, j'ai découvert un secret qui défiait la mort et la raison, au cœur d'une cabane isolée. La lune était un éclat d'os dans le ciel d'hiver, et la neige crissait sous mes mocassins comme des mensonges gelés. Depuis des semaines, la forêt était silencieuse. Un silence de mort. Le gibier avait fui, ou peut-être s'était-il simplement couché pour mourir, vaincu par le froid implacable qui s'était abattu sur nos terres. Dans notre village, le silence était différent. C'était le silence de la faim, ponctué par la toux sèche des anciens et les pleurs étouffés des enfants. Moi, œil de faucon, je n'étais plus qu'une ombre solitaire, un chasseur qui revenait les mains vides, le cœur lourd de honte. Chaque matin, je quittais notre campement avant l'aube, le visage du chaman gravé dans ma mémoire. Ses yeux me disaient ce que ses lèvres n'osaient formuler, que les esprits nous avaient abandonnés, que nos prières se perdaient dans le vent glacial. Une nouvelle maladie, une fièvre qui volait le souffle et la force, s'était ajoutée à notre misère. Elle emportait les plus faibles, les très jeunes et les très vieux, comme un loup cruel et invisible. Ma propre grand-mère, petite plume, était alitée, sa respiration un faible murmure dans la pénombre de notre tipi. Je chassais pour elle, pour tous les autres, mais la forêt ne me donnait rien. Ce jour-là, j'avais suivi pendant des heures une piste de cerf, qui s'était finalement dissoute dans le néant, comme un fantôme. Découragé, je m'étais assis sur un rocher couvert de neige, le souffle court et brûlant dans ma poitrine. C'est là que je l'ai vu. Ce n'était pas un loup ni un coyote. Sa fourrure était épaisse et dorée comme le soleil d'été, ses oreilles tombaient mollement de chaque côté de sa tête. Il était gras, en bonne santé, un miracle absurde dans ce paysage de désolation. Il trottait tranquillement, le nez au sol, sans paraître le moins du monde affecté par la faim qui rongeait toutes les autres créatures. Intrigué, j'ai oublié ma fatigue. Un animal si bien nourri devait connaître une source de nourriture que j'ignorais. C'était un signe, je le sentais. Je me suis glissé hors de mon abri rocheux et j'ai commencé à le suivre, me déplaçant d'arbre en arbre avec la patience que mon père m'avait enseignée. Le chien ne semblait pas me remarquer. Il avançait d'une allure constante, déterminée, comme s'il suivait un chemin invisible pour lui seul. Nous avons marché des heures. Le soleil a commencé sa lente descente, peignant le ciel de teintes violettes et orangées. Le territoire m'était de moins en moins familier. Je m'enfonçais plus profondément dans les collines boisées que nous, les Apaches, évitions généralement en cette saison. On les disait hantés par les esprits des hivers passés. La faim me tiraillait l'estomac, mais la curiosité était plus forte. Cet animal était une anomalie, une énigme. D'où venait-il? Comment pouvait-il survivre si aisément? Était-ce un esprit, un guide envoyé par les ancêtres pour me montrer le chemin? Ou un piège, un mauvais présage? Mes pensées tourbillonnaient tandis que je continuais ma poursuite silencieuse. Le chien ne s'arrêtait jamais pour chasser ou chercher de la nourriture. Il savait où il allait. Le crépuscule était presque tombé lorsque je l'ai senti. Une odeur, faible mais indubitable. La fumée de bois. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Il n'y avait aucun campement connu dans cette direction. Aucun de mon peuple, ni d'aucune tribu alliée. J'ai redoublé de prudence, mon arc à la main, une flèche déjà encochée. Le chien a accéléré le pas, et quelques minutes plus tard, j'ai vu une lumière vacillante à travers les arbres. Je me suis aplati dans la neige, rampant jusqu'à la lisière de la forêt. Devant moi, dans une petite clairière, se tenait une cabane d'hommes blancs. Faite de rondins sombres, avec un toit couvert de neige et une seule fenêtre d'où filtrait une lueur chaude et jaune.
La fumée que j'avais sentie s'échappait d'une cheminée de pierre. Le chien doré a trotté jusqu'à la porte, a gratté une fois, et la porte s'est ouverte pour le laisser entrer avant de se refermer. Mon sang s'est glacé. Un homme blanc, seul, si loin dans nos terres. C'était une menace, un intrus. Ma première pensée fut de le tuer, de venger l'affront fait à notre territoire, de prendre les provisions qu'il devait sûrement avoir pour les ramener à mon peuple. La rage et la faim se mélangeaient en un poison brûlant dans mes veines. Mais quelque chose m'a retenu. La présence de ce chien étrange et bien nourri. Ce n'était pas un animal sauvage, c'était une créature domestiquée. J'ai attendu, immobile, que la nuit soit complètement tombée. Le vent gémissait dans les branches nues des arbres au-dessus de moi. Finalement, poussé par une force que je ne comprenais pas, j'ai décidé de m'approcher. Chaque pas était un risque. Je me déplaçais comme une ombre, contournant la cabane pour atteindre la fenêtre. Je devais savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Je devais comprendre ce mystère. Accroupi sous le rebord, j'ai lentement, millimètre par millimètre, levé la tête. La vitre était embuée sur les bords, mais le centre était clair. À l'intérieur, un vieil homme blanc à la barbe hirsute était assis près du feu. Il avait l'air fatigué, usé par le temps et la solitude. Le chien était couché à ses pieds, mâchonnant un os. La scène était paisible, presque normale, trop normale. J'allais me retirer, déçu, quand mon regard a été attiré par un mouvement dans un coin sombre de la pièce, sur une paillasse de fourrure. Mon cœur a cessé de battre. Ce n'était pas un animal. C'était une petite forme humaine, enveloppée dans des peaux. Et posée à côté d'elle, clairement visible dans la lueur des flammes, il y avait un objet qui m'a fait suffoquer. Une petite poupée en peau de daim, ornée de perles bleues et de la plume d'un geai. Je la connaissais. C'était la poupée de Petite Lune, la nièce du chaman. Une enfant que nous avions tous cru emportée par la fièvre il y a 2 semaines. Et puis, j'ai entendu une voix faible, mais claire comme le cristal. Elle venait de l'intérieur et prononçait un mot dans la langue de mon peuple. Un seul mot. Aide-moi. Mon corps tout entier s'est figé, le froid de la nuit n'étant plus rien comparé au gel qui venait de saisir mes entrailles. Aide-moi. Ce n'était pas un cri de terreur, mais un murmure épuisé, un appel à travers le brouillard de la maladie. La rage qui m'avait animé quelques instants plus tôt s'est évaporée, remplacée par un tourbillon de confusion. Un ravisseur ne permettrait pas à sa captive de garder un objet si personnel. Un monstre ne laisserait pas une enfant en vie si longtemps. Je suis resté collé contre la paroi de la cabane, mon souffle formant des nuages fantomatiques qui se dissolvaient dans l'air glacial. À l'intérieur, le vieil homme a dû entendre le murmure, lui aussi. Il s'est levé lentement, ses articulations craquant audiblement même à travers la vitre. Il s'est approché de la paillasse, et mon corps s'est tendu, ma main crispée sur mon arc. Mais il n'y avait aucune menace dans ses gestes. Il a posé le dos de sa main ridée sur le front de la petite, puis il a soulevé sa tête avec une douceur infinie. Il a pris une tasse en bois posée près du feu et l'a approchée de ses lèvres. Une odeur étrange, amère et terreuse est parvenue jusqu'à moi. Petite Lune a bu quelques gorgées avec difficulté, puis sa tête est retombée sur les fourrures. L'homme l'a recouverte, a ajouté une bûche dans le feu et est retourné s'asseoir sur sa chaise, le regard perdu dans les flammes. Je me suis retiré dans l'ombre des grands pins, le cœur battant à contretemps. Rien n'avait de sens. C'était un tableau de soins, pas de captivité. Cet homme, cet étranger, semblait la soigner. Mais alors, pourquoi ne l'avait-il pas ramenée? Pourquoi la garder ici, seule, dans une forêt mourante? Était-ce une médecine d'homme blanc? Une magie inconnue qui pouvait combattre cette fièvre que nos propres chamans ne pouvaient vaincre? L'idée a pris racine dans mon esprit comme une graine tenace.
Si cet homme possédait un remède, il ne s'agissait plus seulement de Petite Lune, il s'agissait de ma grand-mère, des enfants de mon village, de notre avenir. J'ai passé la nuit dans le creux d'un rocher, grelottant de froid et d'anticipation. Le sommeil ne venait pas. Les visages fiévreux de mon peuple dansaient devant mes yeux. Au premier rayon de l'aube, une lueur grise filtrant à travers les arbres nus, je me suis remis en position. J'ai attendu. Des heures, qui semblaient des jours. Enfin, la porte de la cabane s'est ouverte. Le vieil homme est sorti, une hache à la main. Le chien doré a bondi à ses côtés, mais l'homme lui a tapoté la tête et a dit quelque chose dans sa langue étrange. Le chien est resté assis sur le seuil, regardant son maître s'éloigner dans la forêt, dans la direction opposée à celle de mon village. C'était ma chance. Le chien était une complication, mais il n'avait pas l'air agressif. Il m'avait regardé sans aboyer. Peut-être sentait-il que je n'étais pas une menace. Je me suis déplacé avec la vitesse et le silence d'un lynx, traversant la clairière en quelques secondes. Le chien s'est levé, a émis un léger grognement, mais je lui ai parlé doucement dans ma langue, des mots apaisants que j'utilisais pour les chevaux de mon père. Il a incliné la tête, perplexe, mais ne m'a pas barré la route. La porte n'était pas verrouillée, juste fermée. J'ai poussé le lourd battant de bois et je me suis glissé à l'intérieur. La chaleur du foyer m'a enveloppé, ainsi qu'une odeur complexe, un mélange de fumée, de pain, de viande séchée et de cette senteur d'herbes amères que j'avais perçue à la fenêtre. Petite Lune était là, dormant d'un sommeil agité. Sa peau était moite, mais sa respiration semblait moins saccadée que celle des malades de mon village. Mes yeux ont balayé la pièce unique. Des pots séchaient sur un mur. Des outils d'homme blanc que je ne reconnaissais pas étaient rangés sur une étagère. Et partout, suspendus aux poutres du plafond, il y avait des plantes. Des bouquets de feuilles séchées, des racines tordues, des fleurs aux couleurs fanées. Des bocaux en verre contenant des poudres et des liquides sombres étaient alignés près de la cheminée. Ce n'était pas la cabane d'un simple trappeur, c'était l'antre d'un guérisseur. Je me suis approché de la petite et j'ai posé ma main sur son front. Elle était chaude, mais la fièvre brûlante qui consumait les nôtres semblait contenue. Elle a ouvert les yeux, des yeux vitreux qui ont lutté pour me reconnaître. « Œil de faucon » a-t-elle murmuré, sa voix rauque. « Je suis là, petite sœur. Que s'est-il passé ? Cet homme t'a-t-il fait du mal ?» Elle a secoué la tête faiblement. « J'étais perdu. Le mal m'a prise dans la forêt. Je suis tombé. Il m'a trouvé. Il me donne un thé amer qui fait dormir. » Mon regard est retourné vers les herbes suspendues. Certaines m'étaient familières, des plantes que nous utilisions pour des maux bénins. Mais la plupart m'étaient inconnues. C'était donc vrai. Cet homme blanc solitaire, cet intrus sur nos terres, possédait un savoir que nous n'avions pas. Un remède. Le secret qui pouvait arracher mon peuple aux griffes de la mort. Une certitude s'est imposée à moi, aussi claire et tranchante qu'un éclat de silex. Je ne pouvais pas repartir les mains vides. Je devais prendre ce remède, que ce soit par la force ou par la ruse. Je devais comprendre ce qu'il faisait, comment il le préparait. J'ai commencé à examiner les bocaux, cherchant à identifier les ingrédients qu'il avait utilisés pour le thé de Petite Lune. J'étais tellement concentré, tellement absorbé par cette découverte, qui portait en elle l'espoir de toute ma tribu, que je n'ai pas entendu les premiers craquements dans la neige. C'est le grognement sourd et menaçant du chien à l'extérieur qui m'a arraché à ma contemplation. Mon sang s'est transformé en glace. Je me suis retourné vers la fenêtre. Une ombre massive se tenait devant, bloquant la faible lumière du jour. L'homme était revenu, beaucoup plus tôt que prévu. J'ai entendu le bruit lourd de ses bottes sur le perron,
puis le grincement du loquet en métal qui commençait à tourner. J'étais piégé. Le temps s'était tiré comme une peau de bête sur un cadre de séchage. Chaque craquement du bois sous les bottes du vieil homme était un coup de tonnerre dans le silence de la cabane. Je n'avais nulle part où fuir, nulle part où me cacher. Mon corps était une corde d'arc tendue à son maximum, prête à décocher la flèche qui sauverait ma vie ou la condamnerait. La porte s'est ouverte, en grinçant. Le vieil homme se tenait sur le seuil, une silhouette massive se découpant sur la lumière grise du jour. Il tenait toujours sa hache. Ses yeux, d'un bleu pâle comme la glace d'un lac en hiver, se sont posés sur moi. Il n'y eut pas de cri de surprise, pas de mouvement brusque. Juste un long moment de silence où nous nous sommes jaugés, le jeune guerrier apache et le vieil ermite blanc, deux solitudes face à face au cœur d'un monde mourant. Son regard a quitté le mien, a glissé sur mon arc, puis s'est posé sur Petite Lune, qui s'agitait faiblement sur sa paillasse. Une étincelle de compréhension a brillé dans ses yeux. Lentement, sans me quitter du regard, il a déposé sa hache contre le mur extérieur. Un geste de paix, ou un piège. Je n'ai pas bougé, ma flèche toujours pointée vers son cœur. Il a levé une main, paume ouverte, et a fait un pas à l'intérieur. Il a parlé, et sa voix était grave et rocailleuse, comme des pierres qui roulent au fond d'une rivière. Les mots étaient étrangers, mais le ton n'était pas menaçant. C'était un ton las, presque résigné. Il a ignoré mon arme et s'est dirigé vers le feu, ajoutant du bois avec des gestes lents et méthodiques. Le chien est entré derrière lui et s'est assis, observant la scène avec une intelligence troublante. L'homme s'est ensuite tourné vers moi. Il a pointé un doigt vers Petite Lune, puis il a touché sa propre poitrine. Puis, il a pointé son doigt vers moi, un point d'interrogation silencieux dans son regard. Je comprenais. Il me demandait si elle était des miens. J'ai hoché la tête, une seule fois, un mouvement sec et bref. Mon arc n'avait pas vacillé. Il a soupiré, un long souffle qui semblait porter le poids de tous les hivers qu'il avait vus. Il s'est approché de l'étagère où étaient alignés les bocaux et les herbes. Ma méfiance était à son comble. Allait-il prendre une arme cachée? Mais il a pris un mortier en pierre et un pilon. Il a décroché plusieurs bouquets d'herbes suspendus aux poutres, des feuilles sombres et cireuses, une racine noueuse qui sentait la terre humide, et des petites fleurs, séchées d'un violet profond. Il les a placées dans le mortier et a commencé à les broyer. Je le regardais, fasciné malgré moi. Ses mains, bien que noueuses et marquées par le temps, se déplaçaient avec une précision et une assurance qui parlaient d'une vie entière de pratique. C'était un rituel. Chaque mouvement avait un sens. Pendant qu'il travaillait, il me parlait dans sa langue, me montrant chaque plante avant de l'ajouter au mélange. Il me regardait dans les yeux, comme un maître enseignant à son élève, s'assurant que je comprenais l'importance de chaque ingrédient. J'ai lentement abaissé mon arc. La menace s'était dissipée, remplacée par une curiosité intense et un espoir fragile. Cet homme ne voulait pas me tuer. Il voulait me montrer quelque chose. Il voulait que je comprenne. Quand la poudre fut fine, il l'a versée dans une petite marmite en métal remplie d'eau de neige fondue et l'a suspendue au-dessus du feu. Bientôt, la vapeur a commencé à monter, transportant l'odeur amère et médicinale qui emplissait la cabane. C'était le remède. J'étais en train de voir sa création, le secret qui pouvait sauver mon peuple. Alors qu'il attendait que la décoction infuse, il s'est approché d'un vieux coffre en bois dans un coin. Il en a sorti une peau tannée sur laquelle était dessinée une carte rudimentaire de la région. Des montagnes, des rivières, des forêts. Il l'a étalée sur le sol entre nous. Il a d'abord pointé du doigt un endroit qui devait représenter mon village, puis il a pointé sa cabane. Ensuite,
Son doigt s'est déplacé vers le mélange d'herbes qu'il venait de préparer. Il a pris une pincée de chaque plante utilisée et l'a placée sur la carte. Puis il a secoué la tête. Il a pris un tout petit morceau d'une racine blanche, presque translucide, gardé à part dans un bocal presque vide. Il l'a ajouté au tas, puis a hoché la tête avec satisfaction, me montrant que c'était l'ingrédient final, le plus important. Il a ensuite balayé toutes les herbes de la carte, sauf cette racine blanche. Son doigt a tracé un long chemin depuis sa cabane, vers le nord, escaladant les montagnes les plus hautes, les plus sauvages de notre territoire. Une région que nous appelions la crête du vent hurlant, un endroit où seuls les fous ou les esprits s'aventuraient en plein hiver. On disait que le vent y était si puissant qu'il pouvait voler l'âme d'un homme et que les falaises étaient gardées par des esprits de glace. Son doigt s'est arrêté sur un symbole qu'il avait dessiné au sommet de la plus haute montagne. Une fleur solitaire avec des racines profondes. Il a tapoté la racine blanche dans sa main, puis a de nouveau pointé la fleur sur la carte. Le message était clair. La plante la plus importante, la clé du remède, ne poussait qu'à cet endroit. Et le bocal était presque vide. Il n'en avait plus assez pour guérir mon village. Il en avait à peine assez pour 1 ou 2 personnes de plus. Il m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu non pas un étranger, mais un homme confronté au même désespoir que moi. Un guérisseur à court de remède. Il a pris un charbon de bois et a encerclé la fleur sur la carte. Puis il a dessiné à côté une créature. Ce n'était pas un ours, ni un loup. C'était une silhouette immense, avachie, avec de longues griffes et des yeux brillants qu'il a représentés par 2 points vides et terrifiants. Il a regardé le dessin, puis m'a regardé, et il a dit un mot dans sa langue, un mot qui n'avait besoin d'aucune traduction, un mot que j'ai compris dans la moelle de mes os, gardien. Le mot gardien est resté suspendu dans l'air chaud de la cabane, lourd de menaces invisibles. Le dessin était primitif, presque enfantin, mais il dégageait une aura de peur ancestrale. Un monstre protégeait le remède. C'était donc ça. Ce n'était pas seulement le froid et la distance qui rendaient cette plante inaccessible, mais une créature bien réelle. Le vieil homme, que j'appelais désormais dans mon esprit le guérisseur, voyait-il la même chose que moi dans les flammes du foyer? Les visages de ceux qu'il voulait sauver, hantés par l'ombre de ce qui les en empêchait. Il a filtré la décoction à travers un morceau de tissu et en a versé un peu dans une tasse. Il me l'a tendu. Je l'ai regardé, puis je l'ai regardé lui. C'était un test de confiance. J'ai bu. Le liquide était incroyablement amer, mais il laissait une étrange chaleur dans ma poitrine, chassant une partie du froid et de la fatigue qui s'était accumulée en moi. Il a hoché la tête, satisfait, puis a apporté le reste à Petite Lune, qui a bu plus facilement cette fois. Le choix était devant moi, aussi abrupt et tranchant que la crête du vent hurlant. Rentrer à mon village avec cette petite fille à moitié guérie et une histoire incroyable, ou croire cet étranger et entreprendre une quête impossible. Mais en regardant le visage apaisé de Petite Lune, en sentant la force revenir dans mes propres membres, je savais qu'il n'y avait pas de choix. Rentrer les mains vides n'était qu'une autre façon de mourir. Je lui ai montré mon arc, puis j'ai pointé la montagne sur la carte. Je me suis frappé la poitrine. J'irai. Ses yeux bleus se sont plissés, et pour la première fois, j'ai cru y déceler une lueur de respect, peut-être même d'espoir. Il a disparu quelques instants dans une arrière-pièce, et en est revenu avec un sac en cuir. Il y a placé le dernier morceau de la racine blanche, une outre d'eau, de la viande séchée et un petit couteau bien aiguisé. Il a ajouté un sachet contenant la poudre du thé, un remède pour la route. Il m'a ensuite conduit à l'extérieur et m'a montré une paire de raquettes à neige, bien plus efficaces que les miennes.
Quand il m'a tendu le sac, nos mains se sont touchées. Sa peau était sèche, rugueuse, comme l'écorce d'un vieux pin. Nos yeux se sont croisés, et dans ce bref instant, la barrière de nos langues et de nos peuples s'est dissoute. Nous étions deux hommes, unis par un même but, lutter contre la mort. Il a posé une main sur mon épaule et a dit quelques mots dans sa langue. Je n'en ai compris qu'un seul, car il l'a répété en pointant la montagne. Un mot qui sonnait comme « courage ». L'ascension a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Le vent hurlait son chant funèbre, cherchant à me voler mon souffle et ma chaleur. Chaque pas était une bataille contre la neige profonde et les pentes glacées. Le monde n'était plus que blanc et gris, un désert vertical où la vie n'avait pas sa place. Je ne pensais qu'à ma grand-mère, à son souffle fragile, et cela me donnait la force de continuer. Après 2 jours d'une escalade éreintante, je suis arrivé. Au-delà d'un col balayé par les vents, se trouvait un petit plateau abrité, une anomalie géologique. Et au centre de ce plateau, près d'un rocher noir et menaçant, elles étaient là. Des fleurs délicates, d'un blanc presque lumineux, qui poussaient miraculeusement à travers la neige, leurs racines s'agrippant à la roche, la fleur de glace. Alors que je m'approchais, le sol a tremblé. Un grognement, bas et profond, comme le mouvement des glaciers, a émané d'une crevasse à l'ombre du rocher. Le gardien. Il est sorti de l'ombre, et mon cœur a failli s'arrêter. Ce n'était pas une créature de chair et de sang. C'était un ours, oui, mais d'une taille colossale, bien plus grand que tous ceux que j'avais jamais vus. Sa fourrure était blanche comme la neige, ses yeux rouges comme des braises mourantes, et des plaques de givre semblaient incrustées dans sa peau, comme une armure naturelle. C'était un esprit de l'hiver, une incarnation de la montagne elle-même. Je savais que ma flèche ne ferait que l'enrager. Je n'avais qu'une seule chance. Je me suis souvenu des légendes que ma grand-mère me racontait. Les esprits anciens ne respectent pas la force brute, mais l'intention et le sacrifice. J'ai laissé tomber mon arc. Lentement, j'ai sorti le dernier morceau de racine blanche que le guérisseur m'avait donné. Je me suis agenouillé dans la neige, la tête baissée en signe de respect. J'ai tendu la racine vers l'ours, une offrande. Je n'ai pas parlé avec des mots, mais avec mon cœur, projetant mes pensées vers lui. La maladie, la souffrance de mon peuple, mon besoin désespéré de ce remède, non pour moi, mais pour eux. Je ne venais pas pour voler, mais pour supplier. La bête monstrueuse s'est approchée, son souffle chaud créant un nuage devant moi. Elle a reniflé l'offrande, puis m'a regardé, ses yeux rouges plongeant au plus profond de mon âme. J'ai senti qu'elle me jugeait, qu'elle pesait la sincérité de ma demande. Après une éternité, elle a émis un grondement sourd, a pris délicatement la racine entre ses crocs gigantesques et s'est écartée du parterre de fleurs. Elle m'accordait le passage. Tremblant, je me suis relevé et j'ai récolté les fleurs et leurs racines, en prenant soin d'en laisser suffisamment pour qu'elles puissent repousser. Je n'ai pas pris plus que ce dont j'avais besoin. Le gardien m'observait, immobile. Avant de partir, je me suis incliné une dernière fois devant lui. Il a simplement cligné de ses yeux de braise, puis est retourné dans sa crevasse, disparaissant dans l'ombre. La descente fut un rêve flou, alimenté par l'adrénaline et l'espoir. Quand je suis revenu à la cabane, le guérisseur m'attendait sur le seuil, comme s'il avait su que j'allais revenir. Petite Lune était assise près du feu, un peu de couleur sur ses joues. J'ai vidé mon sac sur la table. Un sourire a fendu le visage buriné du vieil homme. Ensemble, sans un mot, nous avons travaillé. Il m'a montré comment préparer la décoction en grande quantité, comment sécher les racines pour les conserver. Il a partagé son savoir et je l'ai absorbé, gravant chaque geste dans ma mémoire.
Quand tout fut prêt, il a rempli plusieurs outres du précieux liquide et a empaqueté les racines séchées. Il m'a accompagné avec Petite Lune jusqu'à la lisière de la forêt en vue de mon village. Il a posé sa main sur la tête de la petite, puis sur mon épaule. Il a pointé le village, puis son cœur. Il n'y avait plus besoin de mots. Je savais ce qu'il voulait dire, qu'il resterait ici, gardien solitaire de ce savoir, au cas où le mal reviendrait. Mon retour a été accueilli par des larmes de joie et d'incrédulité. Le chaman a d'abord regardé le remède avec méfiance, mais en voyant la santé retrouvée de sa nièce, il a accepté. Nous avons administré le thé amer à tous les malades. Lentement, miraculeusement, la fièvre a reculé. Le souffle est revenu dans les poitrines oppressées, la force dans les membres affaiblis. Ma grand-mère a ouvert les yeux et m'a souri. J'ai raconté mon histoire au conseil des anciens. J'ai parlé de l'homme blanc, du chien doré, du gardien et de la fleur de glace. J'ai montré les racines que nous possédions désormais. Ce jour-là, j'ai compris. Le salut de mon peuple n'était pas venu d'un esprit de la forêt ou d'un dieu du ciel, mais de la rencontre improbable entre deux solitudes, un guerrier apache et un guérisseur blanc, qui ont su regarder au-delà de leurs différences pour affronter un ennemi commun. La forêt était redevenue silencieuse, mais ce n'était plus le silence de la mort. C'était le silence de la guérison, de l'espoir qui renaissait sous un éclat de lune, promesse d'un nouveau printemps.